Euh, Alors aujourd'hui, nous nous trouvons un peu à la fin d'un cycle qui, depuis à peu près une année, a été consacré aux révolutions, aux grands mouvements sociaux, afin de montrer que finalement, notre histoire est extrêmement riche d'idées, de créativité, et que la plupart de ces choses ont été oubliées. Souvent parce que ceux qui étaient les plus intéressants ont été souvent ceux qui ont été massacrés, mais en fait aussi parce qu'il y a eu après toute une chape d'oubli. Des révolutionnaires français aux populistes russes, en fait, il y a une extrême diversité et une ingéniosité de gens qui ont pensé comment on pouvait construire une société plus juste, moins absurde, plus conviviale, et qui ont souvent se sont engagés dans ce sens et nous ont laissé un immense héritage dont la plupart des éléments ont été comme perdus, c'est-à-dire quand on discute avec les gens, on se rend compte que plus personne ne sait que ça existait. Et voilà, on a travaillé pendant une année pour remettre tout ça, réactualiser tout ça et le remettre en mémoire. Évidemment, dans cet héritage, il y a aussi un héritage à l'opposé des dérives qui ont existé aussi. Et aujourd'hui, on va être amené à parler des deux, puisque dans les révolutions russes, il y a eu et cette créativité extraordinaire et aussi une chape de plomb qui s'est installée après. Donc on va être amené à parler des deux faces de notre héritage. Comme d'habitude, il y a une bibliographie immense pour couvrir ces questions sur la Révolution russe. Personne ne peut dire qu'il a lu tout ce qui a été écrit dessus. Pour parler des aspects les plus créatifs, les plus intéressants, je vous signale un vieux livre d'Oskar Handweiler qui s'appelle tout simplement « Les soviets de Russie », qui reste, là j'ai relu la bibliographie actuelle, et en fait, souvent, le vieux livre d'Handweiler reste bien plus intéressant, bien plus complet, etc. Donc je vous le conseille vivement. Ça s'appelle « Les soviets en Russie, 1905-1921 ». Oscar, oui, il s'appelle. Alors, chez Gallimard. Je vous signale aussi, alors un livre, quand Pierre Dardot est venu, évidemment, on a parlé de nos livres, etc. Et en fait, il a une immense culture, ce qui fait que la plupart des livres dont je lui parlais, il les connaissait, sauf celui-là. Et sur la Révolution russe, c'est un des livres les plus importants. Et donc, je lui ai dit que dans leur livre, ils ont oublié un élément important. Et j'étais content de lui montrer ça. C'est un livre sur ce qu'on connaît le moins, qui est la question paysanne. Il y a une dame qui a fait un travail de thèse dessus, et puis qui a sorti un livre à la fin. Elle s'appelle Chantal de Crisenoy. Bon, c'était manifestement plutôt une anargauchiste, mais elle s'appelle de Crisenoy quand même. Et son livre, ça s'appelle « Lénine face aux moujiks ». S'il y avait un livre que je conseillerais pour vraiment rentrer dans ce qui est le plus méconnu dans cette histoire, c'est celui que je vous conseillerais. Il est vraiment très complet. C'est une analyse critique très précise. Et Chantal de Crisenoy est une spécialiste de la paysannerie, pas seulement la paysannerie russe. Et du coup, ce qu'elle raconte est très, très précis.
Voilà, ça, c'est un bijou que malheureusement, son livre n'a pas eu de succès et voilà, encore aujourd'hui, il est méconnu. Sinon, Dardot et Laval, ils ont sorti un petit livre finalement pour dire l'essentiel. Alors, pas sur les aspects les plus créatifs, mais sur finalement la contre-révolution qu'il y a eu après la Révolution. Ça s'appelle L'ombre d'octobre. C'est, comme toujours chez Dardot et Laval, c'est des gens qui sont comment dire, extrêmement sérieux sur leurs références, leurs analyses, etc. Et ça me semble, en plus c'est dans les livres de Dardot et Laval, il y en a qui sont illisibles pour un public pas de spécialiste. Celui-là est très lisible. Enfin, non pas enfin, le livre de Stéphane Smith sur Pétrograd Rouge, la révolution dans les usines. C'est sur les comités d'usines dont je vous parlerai tout à l'heure. Bon, c'est un livre qui, du point de vue littéraire, est épouvantable. C'est vraiment très pénible à lire. Il aligne des exemples sur des pages et des pages, etc. Mais c'est la seule étude complète sur le sujet. Or, c'est un sujet extrêmement intéressant. Enfin, je vous signale que dans nos historiens, il y en a un qui est un des grands historiens de cette période, qui est Marc Ferraud. Marc Ferraud a écrit aussi sur des tas d'autres sujets, mais il a fait un travail extrêmement sérieux sur la Révolution russe. À l'époque, il était arrivé même à avoir des archives que la plupart des gens ne trouvaient pas. Il en a écrit un certain nombre. Il y en a un qui s'appelle tout simplement la Révolution de 1917. Il y a ce petit ouvrage qui a été... si je me souviens bien, il est sorti en 1980, qui vient de ressortir, qui s'appelle « Des soviets au communisme bureaucratique ». Moi, je vous conseille, si vous avez le courage, de lire carrément toute l'histoire de la Révolution russe. Bon, c'est gros, mais voilà. Et il y en a un que vous connaissez, c'est Lénine, avec en plus c'est les éditions du Progrès, donc qui viennent directement de l'URSS. Et je vous en dirai deux mots. Révision de l'épisode précédent, d'autant plus que tout le monde n'était pas là nécessairement. Je rappelle qu'en Russie, il y avait une organisation de la vie paysanne qui était très spécifique, qui était l'Obshtina, gérée par ce qu'on appelait le Mir, et qui a inspiré les anarchistes, de façon très, très claire, mais en fait, à peu près la plupart des intellectuels qu'on a appelés populistes dans la période, disons à partir du milieu du 19e siècle jusqu'à la fin du 19e siècle. Le Mir, c'était quelque chose d'un peu particulier parce que c'était une assemblée villageoise. Oh là. Non. Comme ça, comme ça. Pourquoi il y a des gens qui n'entendaient pas? Ça va comme ça? Ça va comme ça.
Donc le MIR, c'était l'assemblée villageoise. Et ce qu'elle avait de particulier, c'est que une grande partie des décisions de ce qui se passait dans le village étaient discutées, délibérées et décidées au MIR. Aussi bien est-ce qu'on crée une école, quels sont les commerces qu'on va mettre, comment on va organiser notre travail en commun, parce qu'il y avait ça de particulier, c'est que c'était une communauté dans laquelle chaque famille avait sa propriété, donc ce n'était pas une propriété commune, mais en même temps, il y avait un travail commun, c'est-à-dire qu'on organisait souvent le travail en commun. Et du coup, il y avait une part, on pourrait dire individualiste, singulière, et en même temps une part communautaire. Et le principe de base était égalitaire, puisque on repartageait les terres régulièrement, afin que, par exemple, si une famille était devenue beaucoup plus importante, elle ait les terres qui correspondent à ses besoins, et au contraire, d'autres éventuellement un peu moins. Et ce principe égalitaire a été conservé tout le long, et on verra, il jouera toujours un rôle au moment de la Révolution russe. Et donc, vous voyez, une structure très originale sur laquelle tous, Tchernychevski, Belinsky, évidemment Bakounine, Kropotkin, etc., tous ont réfléchi, et c'est un des éléments, une des bases de ce qui deviendra la pensée anarchiste. Mais en même temps, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'il s'est passé quelque chose de particulier, c'est que c'est les intellectuels, les militants qui se sont emparés de ce thème, évidemment, critiquaient aussi certains éléments, parce que, par exemple, c'était une structure qui était très patriarcale. C'était le chef de famille qui faisait partie du MIR, et pas sa femme, ses enfants, ses oncles, etc., tous ceux qui vivaient dans la famille. Et d'autre part, elle était surplombée par le pouvoir du seigneur et de l'État qui imposait de pouvoir finalement refuser quelqu'un dans l'Obstin, qui pouvait proposer des sanctions, que l'on fouette, etc., tel paysan parce qu'il a été insolent avec le pamier, le propriétaire, le grand propriétaire terrien. Et surtout, pourquoi on maintenait ce système? Parce que collectivement, les gens étaient collectivement solidaires pour l'impôt. Donc, celui qui était élu, alors voilà, il y avait ça aussi, c'est-à-dire que c'était aussi des structures où on élisait quelqu'un un peu pour gérer au jour le jour, qui était le Starets. On l'élisait, mais on lui donnait des instructions. Ce n'était pas du tout un chef Eh bien, ce Starets était quand même très... était en contact avec des autorités supérieures, qui étaient le chef de canton, le seigneur du coin, etc., qui pouvaient lui imposer des choses. Simplement, les historiens de la paysannerie russe, ce qu'ils racontent, c'est que très très souvent, les paysans se révoltaient. C'est-à-dire qu'on leur a imposé un certain nombre de choses, et ce n'est pas parce qu'on leur a imposé qu'ils le faisaient. Et alors, c'est de là que tout un discours sur ces paysans arriérés qui ne veulent pas se moderniser, etc., a commencé à s'ancrer, qui sera un des discours favoris de Lénine quand il parlera des paysans encore en 1917. Et en fait, les autorités trouvaient insupportables ces gens qui, tout le temps, soit ne faisaient pas ce qu'on leur disait, soit se révoltaient, soit... etc. Déjà, ça existait déjà
avant l'abolition du servage. Il y avait déjà ce discours-là avant l'abolition du servage. Donc, il y a non seulement une structure originale paysanne de résistance, de révolte, etc., mais en plus toute une catégorie d'intellectuels, de militants qui en tiennent compte et qui sont en dialogue avec. La dernière fois, j'ai raconté ce que ça signifiait aller au peuple, avec par exemple en 1874 tous ces jeunes gens qui sont allés dans les campagnes et qui se sont mis à travailler avec les paysans, etc., et en même temps à propager la parole révolutionnaire, mais en respectant les paysans, en les écoutant. Et évidemment, tous les paysans n'étaient pas concernés, mais il y a quand même toute une culture critique qui était une culture, évidemment, des révolutionnaires, mais qui était aussi une culture, dans les milieux, un certain nombre de milieux paysans, on connaissait ces idées et on connaissait ces gens, ces révolutionnaires. C'est le terreau, un peu, qui va expliquer ce que je vais vous raconter tout à l'heure. Et on en a un chaînon, qui ici n'est pas manquant, c'est la révolution de 1905. La révolution de 1905, il n'y a pas que deux révolutions, il y en a eu d'autres. La révolution de 1905, ce qu'elle a de spécifique, c'est que se constituent un peu partout des soviets. Les soviets, qu'est-ce que c'est ? C'est pas ça en rapport avec notre village de tout à l'heure. C'est une structure, on en parlait avec Dardo, vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, d'autodétermination. C'est-à-dire le principe du soviet, c'est que ce sont les gens eux-mêmes qui gèrent, définissent, proposent, décident, etc. Alors, il y en a de plusieurs types. Il y a des fois où ça se passe par assemblée, il y a des fois où ça se passe par élection, mais par élection, comme ce que je vous disais du Starret de tout à l'heure, c'est-à-dire des élections où on a quelqu'un à qui on donne des instructions, à qui on peut enlever sa fonction et qui reste sous le contrôle, sous le pouvoir des gens qui les ont élus. Voilà, le principe fondamental du soviet. Soviet, c'est le mot russe pour dire conseil. Il a exactement tous les sens du mot conseil en français. Et ce qu'il signifie fondamentalement, c'est l'idée de l'autodétermination. C'est nous décidons ensemble de ce que nous voulons faire, ce que nous proposons, etc. Eh bien, en 1905, il y a une sorte de révolution et il y a des soviets qui naissent un peu partout. Pourquoi en Russie plutôt qu'ailleurs ? Mon hypothèse, c'est que le terreau dont je vous ai parlé tout à l'heure y est évidemment pour quelque chose. Alors, je vous propose de commencer par le commencement, qui n'est pas du tout la révolution d'octobre, dont nous verrons qu'elle n'a pas vraiment le sens qu'on lui a traditionnellement donné, et elle ne ressemblait pas du tout au film d'Eisenstein qui en parle. En particulier, du point de vue des opérations militaires, il n'y a eu quasiment rien, c'est-à-dire que finalement, prendre le palais d'hiver du point de vue militaire, c'était rien du tout. Mais surtout, quel sens ça avait, on y revient tout à l'heure. Non, ça commence le 23 février. Alors, évidemment, c'est le calendrier grégorien, c'est pas le nôtre, mais ça fait rien pour nous, ça change rien. 23 février, par une manifestation de femmes. La révolution, ça a commencé par une manifestation de femmes qui venaient du quartier de Vyborg. En gros, vous aviez à Saint-Pétersbourg,
vous aviez, alors à cette époque ça s'appelait plus Saint-Pétersbourg, ça s'appelait Petrograd. Vous savez que Saint-Pétersbourg, c'était Pierre Ier qui avait le modèle allemand en vue et qui du coup a donné des noms allemands. Et puis il y a eu une réaction en disant qu'est-ce que c'est ces Allemands et on l'a appelé avec un nom russe qui s'est appelé Petrograd. Et après on a appelé ça Leningrad et après on a de nouveau appelé ça Saint-Pétersbourg. Leningrad, oui. J'ai dit quoi? Hein? J'ai dit Stalingrad, ouais. Ah, je l'ai bien dit. Hein. Hein? J'ai fait l'intro que j'ai faite, ben n'empêche que nous décidons ensemble de ce que nous proposons, ça n'a rien de péjoratif. Est-ce que quelqu'un a dit que c'était péjoratif? Non, mais tu nous as mis en boîte avec... Non, mais c'était une plaisanterie qui était en même temps une réalité, c'est-à-dire que ça a à voir avec ce qu'ont été les Soviets, je pense. Oui. Mais je l'ai dit évidemment en rigolant, puisque il ne faut pas qu'on se prenne trop au sérieux, parce que sinon on va de l'autre côté de ce qui s'est passé à la Révolution. Donc, le 23 février, il y a une manifestation de femmes qui viennent du quartier de Viborg et qui expliquent un peu ce qui se passe, parce que ce quartier est vraiment un quartier populaire ouvrier, où il y a beaucoup de taudis, où une bonne partie des rues sont des rues boueuses les 3/4 de l'année parce qu'elles ne sont pas pavées, etc. Et si on franchit le pont de la Neva, on se trouve, au contraire, dans la ville des nobles, des bourges, etc., avec des tas de statues, de choses magnifiques, etc. Et aussi idiot qu'on soit, quand on passe de l'un à l'autre, on voit la différence et on se dit mais pourquoi eux ils vivent dans l'opulence pendant que nous... voilà. Donc elles viennent de Viborg et elles ne sont pas là par hasard. C'est la journée internationale des femmes, donc elles défendent spécifiquement aussi des revendications féminines, d'autant plus que les femmes étaient payées la moitié, leur salaire était souvent de moitié de celui des hommes, hein, de moitié, je dis bien. D'autre part, on venait d'annoncer qu'il y aurait des cartes de rationnement. Des cartes de rationnement parce que dans ce régime autocratique, en plus Nicolas II s'occupant tout spécialement de la guerre et laissant l'impératrice gérer un peu le quotidien, en fait, non seulement on manquait de beaucoup de choses à cause de la guerre, etc., mais en plus c'était très désorganisé. Et donc, à Petrograd, il se trouvait qu'à ce moment-là, eh bien, il y avait de la farine plus que pour quelques jours, etc. Alors, on met une petite affichette en disant, eh bien, il y aura des cartes de rationnement. Et alors, les femmes, elles savent ce que ça veut dire, les hommes aussi, mais les femmes encore plus. Et quand elles voient ces affichettes, elles voient rouge et elles vont faire leur manifestation du 23 février. 1917, pardon, 1917. Oui, on a passé... ça a finalement une assez grande résonance, mais tout le monde pense que, bon, voilà, elles ont fait leur manif et puis c'est fini. Mais le lendemain, un certain nombre des grandes usines de Viborg, donc des faubourgs de Saint-Pétersbourg, se met en grève. Et c'est non seulement les femmes, mais les hommes qui viennent manifester. Dans le fond, c'est comme si elles avaient produit l'étincelle qui a
suscité le mouvement. Et c'est mai 68, c'est-à-dire qu'il y a partout des gens qui discutent sur toutes les places, il y a des meetings, il y a des gens qui fraternisent, etc. Et on se dit, non, on ne va pas continuer à vivre dans ce système pourri, etc. Et le troisième jour, la grève s'étend et il vient encore plus d'ouvriers au centre-ville. Évidemment, le pouvoir, cette fois, à Saint-Pétersbourg, s'y attendait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Les CRS de l'époque, c'est les Cosaques. Hein, on envoie les Cosaques. Et les Cosaques, en plus, ils ont une possibilité mécanique de remonter le pont. Donc, normalement, ça aurait dû permettre de couper complètement la manifestation. À part qu'on est en Russie, qui n'a pas eu encore le réchauffement climatique, et que la Neva est complètement gelée. Ce qui fait que les Cosaques qui sont près de leur pont, etc., il y a des ouvriers qui courent sur la glace et qui arrivent finalement à peu près tous à rejoindre le centre-ville. Alors, ça commence à faire désordre et ça arrive aux oreilles du tsar. Le tsar, c'est pas un gros malin, etc. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous dire. Il envoie au général Kabalov, commandant militaire de Pétrograd, un télégramme où il dit « Il faut faire cesser par la force avant demain les désordres à Pétrograd. » Alors, les officiers, là, ils disent « Voilà, le tsar, il a dit, on le fait. » Et ils préparent leurs mitrailleuses, leurs fusils, etc. Et les ouvriers reviennent donc pour une journée de manifestation et de grève. Et quand ils dépassent les endroits où on voulait les contenir, les officiers disent tirez-leur dessus. Et à ce moment-là, il y a un flottement parce qu'il y a beaucoup de soldats. Ils ne veulent pas se rebeller ouvertement, mais en même temps, ils n'ont pas envie de tirer sur la foule. Et du coup, les officiers doivent les menacer eux-mêmes pour qu'ils finissent par tirer sur la foule, ce qu'ils vont faire. Et il y aura 150 morts, etc. Seulement, voilà. C'est là que la révolution va commencer, vraiment. C'est que ces soldats, ils reviennent dans leur caserne, ils discutent, ils réfléchissent et ils se mutinent. Quand je dis ces soldats, en fait, ça va faire les principales casernes de Pétrograd. C'est-à-dire, c'est une mutinerie qui est une grosse mutinerie, pas une petite de quelques soldats, et qu'on ne peut pas circonscrire comme ça. Et là, les Cosaques, ils ne suffisent plus. Hein, les Cosaques, ils ne font pas le poids face à ça. Et, eh bien, ça va être les gens qui font la grève, les gens qui manifestent, qui vont prendre des initiatives. Et leur initiative, ça va être de convoquer un soviet. C'est-à-dire je ne sais plus si c'est le 27, un certain nombre de militants qui sont par là proposent que dans toutes les casernes, les usines, etc., on élise des représentants de soviets. Et que ça constitue un soviet de Pétrograd qui pourra finalement
décider de la situation en étant démocratique. Hein, il s'agit que ça reflète le sentiment des gens de Petrograd et en même temps ne se laisse pas faire, propose des stratégies, etc. Et c'est ce qui va se faire. C'est-à-dire qu'en un jour, les élections vont avoir lieu, les débats, etc. Et le soviet de Petrograd va se constituer. Alors, d'un côté, il va y avoir des tas de gens qui vont arriver dans ce soviet en disant voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que, etc. Et de l'autre côté, il y a l'autre instance qui existe à cette époque-là, c'est la Douma. Voilà. En 1905, le tsar, pour avoir l'air de ne pas être que un répressif, il a cédé, ou il a fait semblant de céder, en acceptant qu'il y ait une Douma, c'est-à-dire une assemblée parlementaire. Et il y a une Douma. Au moment où commencent les troubles, le tsar demande à la Douma de se dissoudre. Et elle refuse. Et elle va se reconstituer et négocier avec le soviet. Donc on va avoir une représentation parlementaire, si vous voulez, d'un côté, et le soviet de l'autre, et ils vont discuter ensemble. Alors, les historiens, ils ont tendance souvent à dire, ben voilà, ils ont laissé tout à la Douma. Mais en fait, le soviet intervient, et intervient... il dit à la Douma qu'il est d'accord que, avant de constituer, avant de mettre en place une constituante, vous gérez la situation, mais attention, en tenant compte de nos valeurs. Du coup, un des premiers décrets, et là vous allez voir les comités de soldats qui étaient à la Douma, au Soviet, décret numéro 1, on va permettre aux soldats, en gros, de désobéir à leurs officiers chaque fois que ces officiers, ils leur proposent des choses vexatoires ou injustes. Et ils auront le droit de faire des comités de soldats. Et ils vont le faire. Hein, ils vont le faire en plus dans toute la Russie. Alors, c'est pas dit comme ça, mais en gros, c'est à ça que ça va servir. Vous voyez, les soldats, ils ont quand même joué un rôle dans ce que la Douma a proposé. Et ça va permettre qu'effectivement, des comités de soldats se fassent un peu partout et propagent la révolution. Vous avez remarqué déjà, au point où on en est, l'originalité on passe tout de suite à un soviet, on crée des comités de soldats, et vous allez voir, on crée aussi des comités d'usine, etc. C'est-à-dire que l'idée de l'autodétermination est fondamentale et elle joue partout. De façon vraiment très, très... comité d'usine, il y en a partout, hein, en quelques jours. Comité de soldats, il y en a partout. Pourquoi les soldats ont réagi comme ça? Alors d'abord, je vous rappelle, c'est la guerre de 14. Et donc, ces soldats, ils ont vu comment ils étaient chair à canon d'une guerre dont le sens leur a échappé et nous échappe à nous aussi
en grande partie, c'est-à-dire c'était un conflit de puissance. C'était pas comme la guerre contre le nazisme, par exemple. Et donc, il y a cette expérience de la guerre et le fait que beaucoup d'entre eux, ils ne veulent plus la faire. Hein, ils ont commencé à la faire, mais c'est fini. Ils ont vu comment des milliers de morts en quelques heures jonchaient le terrain, etc. Et leur première idée, c'est de ne pas la faire. Alors, ce n'est pas tous les soldats, mais c'est un nombre de soldats important. Deuxième chose, qui c'est les soldats? C'est des paysans avec des uniformes. C'est-à-dire que, et quelquefois des ouvriers avec des uniformes. C'est-à-dire que c'est des gens qui, il y a peu, faisaient partie de ces gens qui essayaient de résister à la répression du tsarisme, etc. Qui avaient des fois des années et des années de résistance derrière eux, et puis qui se retrouvaient soldats. Ben, là, la différence, c'est qu'ils avaient des armes. Et les officiers. Alors, il faut savoir que dans les usines de Petrograd, il y avait beaucoup, parmi elles, il y en avait beaucoup qui étaient des usines d'armement. Et dans ces usines d'armement, ceux qui jouaient le rôle de contremaître, d'encadrement, dont on verra tout à l'heure qu'il était un encadrement particulièrement répressif, c'était souvent des officiers de marine ou des officiers de l'armée de terre. Donc, ces officiers, ils étaient souvent, bon, ils ne venaient pas des familles ouvrières, ils étaient perçus comme les gens qui encadraient la discipline ouvrière. Tous les hommes de terrain ne les aimaient pas. Donc, le tout réuni, ça a fait que ces soldats, et ça va être le cas pendant tout le début de la Révolution, ces soldats, ils vont s'opposer à tout ce qui leur semble contre-révolutionnaire, ils vont au contraire aider à tout ce qui leur semble révolutionnaire. Et alors, et notre tsar là-dedans? Il est bien triste. Et il commence à dire « ouais, il faut tous les tuer, etc. » Et il y a les généraux qui se réunissent autour de lui, là, comme ça, doucement, et qui se mettent à lui dire « mais vous savez, les soldats, ils sont contre nous. » Et il y a des insurrections partout. Et en plus, il y a des insurrections qui viennent des paysans, des ouvriers, etc. Et en fait, nous, on aimerait plutôt trouver une solution autre. Et c'est les principaux généraux du tsar qui lui disent ça. Et qui le poussent petit à petit à abdiquer. Ce qu'il va faire le 3 mars. Le 3 mars, il abdique, mais en pensant, on va garder ça dans la famille. Bon, il ne pouvait pas transmettre le pouvoir à son fils, parce que vous savez que son fils était hémophile, donc il risquait de mourir, etc. Donc, il transmet le pouvoir à son frère, Michel, le grand-duc Michel. Et le grand-duc Michel, il prend conseil auprès des militaires, etc. Et il demande à un moment, mais est-ce que moi, je risque ma peau là-dedans, etc. Et on lui dit, un peu quand même, etc. Et, donc, et il y a des manifestations dans tout le pays pour dire, ah bah le tsar, on n'en veut plus, etc. Et il abdique aussi. Et voilà, plus de tsar. Plus de comment dire, alors que c'est un régime qui a plusieurs centaines d'années, qui semblait éternel, tout d'un coup, comme ça, il est balayé. Et nos paysans avec des uniformes, etc., vous voyez qu'ils jouent un rôle fondamental là-dedans. Donc, je vous l'avais dit la dernière fois, on s'est beaucoup moqué
des intellectuels qui allaient au peuple, etc. Mais ça a fait démarrer quelque chose qui a produit à la fin une culture qui a eu des effets. Alors, c'est pas que, il y a les paysans eux-mêmes qui ont pris des initiatives. Alors, je ne vais pas vous raconter toute la suite dans le détail parce que, en gros, il va y avoir donc la Douma et le soviet à Petrograd, mais il va y avoir des comités partout. Et le gouvernement provisoire qu'il y a à ce moment-là, il a très peu de pouvoir. Parce que ceux qui ont réellement le moyen d'influer sur les choses, c'est les gens qui sont sur le terrain, et ce sont les soviets, les comités, etc. Donc, on va avoir ça avec des crises que je ne vais pas vous raconter dans le détail, sauf une. C'est qu'à un moment, il y a un essai de coup d'État du général Kornilov. C'est comme ça que disent les Français. Kornilov. Ouais. Qui veut remettre les choses à l'ancienne, qu'on punisse ces gens qui ont osé tout mettre en bas, etc. Et il prépare ses troupes. Et là encore, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que pendant qu'il... Alors, il y a des crises avec la Douma, etc., que je ne vous raconte pas. Pendant qu'il prépare ses troupes, il y a des soldats, des comités de soldats qui entendent parler de... Il y a Kornilov qui est en train de préparer ça. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les troupes de Kornilov et ils argumentent. Il leur explique, mais c'est un salaud ce Kornilov, vous savez ce qu'il veut faire, etc. Et ça marche. Ça marche, c'est-à-dire que les troupes de Kornilov, elles se réduisent à quasiment rien, et son coup d'État, il ne marche pas du tout. Et puis, deuxième élément pour insister sur le fait que cette révolution, elle a été extrêmement défendue, que c'était la plupart des choses qui s'y passaient étaient inimaginables si on ne voit pas qu'il y avait une ferveur collective, que les gens espéraient véritablement que ça allait changer les choses. C'est qu'à partir de décembre 1917, vous savez qu'il y a eu ce qu'on a appelé les armées blanches, c'est-à-dire les armées qui étaient opposées à la Révolution. C'est parti d'un certain nombre de généraux et de groupes d'officiers. Et ils étaient moins nombreux, surtout à la fin, que l'armée rouge, les révolutionnaires, mais c'était des professionnels de la guerre. Donc c'était des gens qui avaient quand même une expérience et une efficacité militaire certaine. Et comme vous savez, ils ont été battus. Alors ça a duré quelques années. On peut dire qu'ils étaient battus en 1920. Mais ça a été possible que parce qu'il y a eu un engagement en masse de gens qui sont allés les combattre, qu'il y a eu des tas de régions qui se sont révoltées, etc. Plutôt que de raconter le détail, je voudrais revenir là-dessus. C'est-à-dire, pourquoi les gens tenaient tant à cette révolution? Qu'est-ce qu'elle avait de si précieux? Alors oui, c'était un des éléments. C'était un des éléments déterminants. Mais aussi, imaginez,
on est sous l'autocratie. Qu'est-ce que ça veut dire sous l'autocratie? Ça veut dire que, par exemple, la plupart des temps, quand il y avait une manifestation, c'était les Cosaques avec le fouet qui les dispersaient. Que, on l'a vu la dernière fois, la plupart des populistes, simplement pour avoir défendu leurs idées, se sont retrouvés 10 ans, 15 ans, des fois 20 ans au bagne. Que tout était interdit. On était dans une société où il n'y avait aucun droit, hein, et où il y avait un mépris de ceux qui ne faisaient pas partie de l'élite. Et en quelques jours, cette société se transforme en une des sociétés qui, au moins sur ce qui est prévu comme projet, est peut-être la plus démocratique du monde. Parce qu'on rétablit tous les droits fondamentaux. Et quand on rétablit les droits fondamentaux, par exemple, on rétablit le droit d'expression. Et donc, il y a des journaux qui sortent partout. Et il y a des débats dans la rue, etc. On rétablit les droits politiques, le droit de défendre les idées politiques différentes. Quelque chose qui va vous... on supprime la police. C'est-à-dire que dans la plupart des endroits, la police, comme c'était la police tsariste, tout simplement, on la met au chômage et à la place, on crée des comités de surveillance ouvrière, ce qui deviendra après les gardes rouges, etc., mais qui est au service, à ce moment-là, au service de la population. Si vous voulez, il y a une volonté de détruire tout ce qui a été autoritaire, répressif. On va voir tout à l'heure les ouvriers de Viborg vont obtenir la journée de 8 heures. Et puis, on essaiera de l'étendre au reste de la Russie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Notez. Oui, il y a aussi l'abolition des discriminations pour les différentes nationalités et, comme on disait à l'époque, les différentes races. Par exemple, les Juifs n'avaient pas du tout les mêmes droits à aller à l'université, etc., que les autres. Ils ne pouvaient pas être des officiers normalement dans l'armée, etc. Mais ils n'étaient pas les seuls. Quand on venait des républiques, ce qui après ont été les républiques musulmanes, on n'avait pas beaucoup de droits non plus. Quand on venait des pays du Caucase aussi, etc. Et tout d'un coup, on rétablit l'égalité et l'autodétermination, alors après on verra ce que ça donne, mais l'autodétermination de la Finlande, de la Pologne, etc. Bon, donc, il y a des choses qui ne sont pas symboliques, qui sont véritablement le passage en quelques jours d'une société à au moins le projet d'une autre, et qui est comme le jour et la nuit. Hein. Mais en plus, ce qui y a de particulièrement frappant, c'est l'importance, le poids de la revendication d'autodétermination. C'est-à-dire que partout, on va constituer des soviets, des comités, ce que nous on appellerait des associations, etc. Et ça va se faire dans toute la Russie. Bon,
pas dans toutes, c'est très grand, il doit y avoir des endroits où ça n'a pas pu se faire, mais en gros. Quand on lit les textes, on trouve, par exemple, il y a un texte de comité de jeunes. Il y a des comités de femmes qui réclament des droits pour les femmes. Et qui, en plus, à l'usine, rossent leur directeur. Il y a des comités de quartier qui vont jouer un rôle important. On a vu qu'il y a les comités de soldats. Il y a les milices ouvrières. Et puis il y a les soviets, comme le soviet de Pétrograd, qui rassemble un certain nombre de ces comités. Mais un peu partout, il y a cette revendication de s'organiser nous-mêmes, de s'autodéterminer, dans le langage d'Ardo, de s'auto-gouverner. Ça, c'est très, très, très spectaculaire. Parce que quand on lit les textes, on en voit qu'on n'aurait pas imaginé. Il y a un comité de Mongols à un endroit, il y a vraiment des choses très, très... chacun se dit, eh bien, on va collectivement essayer de changer les choses, et on n'attend pas que ce soit quelqu'un d'important qui le fasse à notre place, c'est nous qui discutons, élaborons, et revendiquons, à ce moment-là, ça voulait dire quelque chose. C'était pas juste faire une pétition. Ça, c'est une des particularités de la révolution russe pendant cette période. Et ça va être comme ça jusqu'au fameux 25 octobre. Ça va se développer jusqu'au 25 octobre. Donc, c'est quelque chose de vraiment très, très étonnant. Et ça vaut la peine de s'attarder un peu sur certains de ces comités ou de ces soviets. Regardez les comités de soldats. Quand même, il y a quelque chose qu'ils sont arrivés à faire. Jamais on a vu, à part dans ce cas-là, au sein d'une armée, les soldats qui arrivent finalement à refuser la guerre. Ben là, ils y sont arrivés. Alors, ils y sont arrivés de plusieurs façons. Ça a été parce qu'ils n'ont pas voulu y aller, parce que certains ont déserté, parce qu'ils ont forcé la Douma à changer de politique. Ça a pu être de tas de manières. Mais voilà un exemple, je n'en connais pas d'autres, où il y a une armée, bon, pas les officiers, pas la plupart des officiers, et une armée qui est arrivée à refuser d'aller à la guerre. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous imaginez un peu. Donc, il a fallu qu'il n'y ait pas 3 comités de soldats qui se couraient après. Il a fallu que ça soit un mouvement qui soit un mouvement extrêmement général. Et puis, qui aille contre la volonté des officiers. Des officiers qui étaient leurs supérieurs. Ça, c'était pas facile. Surtout quand on est en guerre, justement. Donc, les comités de soldats, ils ont été présents constamment et ils ont joué un rôle déterminant et ils sont arrivés à faire des choses extraordinaires. Les comités d'usine. Alors, après, bon, il faut revenir un peu sur ce qu'était l'usine tsariste à cette époque. C'était une usine qui était un peu comme un camp militaire où l'encadrement était un encadrement extrêmement autoritaire, allant jusqu'à frapper les gens.
et les traitant vraiment sans aucune humanité. C'était un endroit où les salaires étaient à Viborg, c'était pas là où c'était le pire, mais quand même, ils avaient juste de quoi manger et de temps en temps, ils n'avaient pas de quoi manger. Alors, il y avait le système des amendes, vous savez que nous, on avait aussi au XIXe siècle, qui permettait que quand on disait qu'un ouvrier travaille mal, eh bien, on pouvait lui faire payer une amende, et à la fin, alors qu'il travaillait chez nous, c'était lui qui était en dette vis-à-vis de nous. Hein, ça, c'est à la fin du XIXe siècle, il y a eu de grandes batailles pour en terminer avec les amendes, et en Russie, ça existait encore. Hein. Et puis, on voyait la façon dont on traitait les gens par le fait qu'il y avait énormément d'accidents de travail, et puis quand les gens avaient un accident de travail, ben, ils se débrouillaient avec ça. Hein. Donc, c'était vraiment un monde de brutalité et d'exploitation extrême. Et alors, je peux vous lire... il y a des comités d'usines qui se forment un peu partout, et le ton change. Dans les entreprises, donc les comités, commencèrent par déchirer les anciens contrats d'embauche, les vieux règlements et les listes noires au nid. De même que les agents de l'autocratie venaient d'être chassés des commissariats et des services gouvernementaux, de même les ouvriers expulsèrent des usines les personnes les plus liées à l'appareil répressif. À Pétrograd, les ouvriers exigeaient le renvoi de tous les membres de la hiérarchie qui leur avaient gâché l'existence, qui s'étaient comportés comme des tyrans et qui avaient abusé de leur autorité, touché des pots de vin et s'étaient mis au service de la police. Quelquefois, les directeurs furent remerciés gentiment, d'autres fois mis à la porte avec perte et fracas. Aux usines Poutilov, le directeur et son adjoint furent tués par les ouvriers et leurs corps jetés dans le canal. Et quelques 40 membres de la direction furent expulsés pendant les 3 premiers jours de liberté. À l'atelier de montage des moteurs Pouzanov, l'ancien chef des sangs noirs de l'usine, c'est-à-dire qui faisait partie de la police politique du tsar, et vous voyez qui était en même temps qui jouait le flic dans l'usine, fut attaché à une roue de charrette, badigeonné de plomb rouge, et ignominieusement traîné hors de l'usine et jeté dans la rue, etc., etc. Donc, avec les comités d'usine, le rapport de force s'inverse et il va y avoir 2 directions. Il y a des endroits où carrément ils vont prendre l'usine en main et ça va être l'autogestion. Mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Le plus fréquent, ils vont, comme ils disent, surveiller et contrôler et exiger un certain nombre de conditions des patrons d'usine. Alors, les fameux 8 heures, hein, c'est d'eux que ça va partir, 8 heures par jour, travail 8 heures par jour. Un encadrement respectueux. Vous vous rappelez, comme les officiers de tout à l'heure. Évidemment, des meilleures conditions de travail. Des droits culturels, qu'ils aient une bibliothèque, le droit de lire, etc. Et puis, quand ils vont être opposés à leur patron, il y a un certain nombre de fois où ils vont être amenés à regarder les livres de comptes. Ils vont se rendre compte qu'on les a complètement bernés parce que, par exemple, on leur disait que ce n'était pas possible de les augmenter parce qu'il n'y avait plus de commandes, etc. Et que ce qu'on voyait sur les livres de comptes, c'était exactement le contraire. Et ils ont demandé ce qu'ils ont appelé le contrôle ouvrier, c'est-à-dire le fait d'être au courant
qu'il y ait une transparence de l'entreprise, qui leur permette de savoir les décisions qui étaient réellement prises et sur quelle base. Et ce contrôle ouvrier, il est devenu de plus en plus important jusqu'à... alors aussi, il voulait contrôler les embauches et les licenciements. Et il voulait aussi pouvoir intervenir quand il trouvait que le patron prenait des décisions qui étaient pas seulement mauvaises parce qu'elles seraient autoritaires, etc., mais tout simplement jouer juste son intérêt, non pas l'intérêt de l'entreprise. Donc le contrôle ouvrier, c'est de là que ça vient, c'est cette idée que les ouvriers ils doivent savoir ce qui se passe réellement à tous les niveaux, y compris dans les livres de compte, et ils doivent pouvoir intervenir. Et ça, ils l'ont fait. Et donc vous voyez, même là où il n'y avait pas l'autogestion, l'intervention des ouvriers était extrêmement forte. Hein. Enfin, les paysans. Ils participent au mouvement. Alors, dans les grandes villes, ils forment des soviets, mais au village, ils n'ont pas besoin de former de soviets puisqu'ils ont le fameux MIR. Et ce qu'ils font, c'est que un peu partout, ils occupent les terres des seigneurs ou de l'État et ils se les approprient. Pas pour une personne individuelle, mais pour le village dans son ensemble. Il y a des endroits où ils rasent la maison du seigneur en disant comme ça il ne reviendra plus. Hein, ce qu'on ne sait jamais. Mais il y a des endroits où ils reprennent. On verra, là, Lénine n'était pas d'accord, mais ça, il n'a pas pu l'empêcher. Parce que sans les paysans, la révolution, à ce moment-là, elle n'était plus rien du tout. Hein, donc il en avait besoin. On sait comment les Mirs ont réparti les terres qui se sont appropriées. Ils l'ont réparti de façon extrêmement égalitaire. C'est-à-dire que, ils se sont débrouillés pour que chacun ait sa part de façon égalitaire, mais deux, ils se sont beaucoup occupés de ceux qui n'avaient rien, pour leur donner à eux aussi des terres pour qu'ils puissent participer. Vous voyez, il y avait tout un discours sur, vous verrez, le paysan petit bourgeois etc. En fait, ce système du MIR, ce que ça faisait, c'est que, certes, chacun avait sa propriété, mais il y avait quand même une idée commune, comme il y avait des travaux communs. Et au moment de la Révolution, ça a été marqué par le fait que la distribution a été faite, c'est-à-dire c'est pas chacun qui s'est emparé d'une terre, c'est le MIR qui organisait ça et qui le redistribuait de façon très égalitaire. Hein. Et évidemment, ils ont participé aux différentes campagnes. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'était eux qui, souvent, sous l'uniforme, étaient dans les comités de soldats, etc. Alors, je continuerai bien comme ça parce que vous avez bien vu que c'est ça qui me plaît le plus, de vous raconter comme c'était génial, comme il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées, etc. Mais il faut bien que je dise quelques mots après quand ça c'est parti un peu dans une autre direction.
Alors là, en plus, ça a souvent été difficile d'en parler. Pourquoi? Parce que quand il y a eu la Révolution, ça n'a pas eu des résonances qu'en Russie. Ça a eu des résonances dans le monde entier. Hein? Et évidemment, tous ceux qui étaient pour l'égalité, pour la solidarité, etc., sont devenus des fervents défenseurs de ce qui se passait en Russie. Même quand ça a pris une tournure qui n'était plus du tout celle que je vous ai racontée. Et du coup, même encore aujourd'hui, c'est difficile d'en parler parce qu'il y a une telle émotivité et un tel attachement à ce qui s'est passé que c'est difficile de voir comment on a été aussi à un moment berné. Et pourtant, là, les travaux d'historiens, pas seulement d'historiens pro-tsaristes ou réactionnaires, etc., mais les historiens en général, les travaux montrent que, si vous voulez, le retour dans une autre direction, il commence dès octobre. On s'est beaucoup posé la question, est-ce que c'est en 1920 ? Non, ça commence en octobre de 1917. Alors évidemment, pas tout, mais... Alors, comment ça se fait qu'une révolution que les gens étaient arrivés à défendre d'une façon aussi incroyable, contre les armées blanches, contre Kornilov, contre tout ce qui dans la société s'y opposait, comment ça se fait qu'à un moment, eh bien, on est arrivé à les contourner, on est arrivé à les soumettre, etc. Eh bien, c'est parce que ce qui s'est passé à ce moment-là, ce n'est pas les Blancs. Les Blancs ne sont pas du tout parvenus à... les forces qui se sont opposées à tout ce mouvement dont je vous ai parlé, elles étaient à l'intérieur de ce mouvement. Hein, ce n'était pas quelque chose d'extérieur, c'était quelque chose d'intérieur. Et il s'est créé une forme de pouvoir qu'on ne connaissait pas, devant lesquels les gens étaient démunis, et où il a fallu un moment pour comprendre ce qui se passait. Mais avant de me lancer là-dedans, regardez, je vous ai raconté juste un tout petit peu, mais regardez l'extraordinaire effervescence et dans les pratiques, l'extraordinaire créativité de ce qui s'est passé en Russie, on va dire du 23 février jusqu'au 25 octobre pour le moment. Il y avait là les idées pour effectivement transformer la société avec des bases intellectuelles et des pratiques sur comment concrètement ça pouvait se faire. Et pour ceux qui sont venus écouter Dardot, ce qu'il appelle commun, évidemment que ça a à voir avec cet héritage des soviets, des communes, des comités autogérés, de l'autogestion, etc. Et maintenant, il appelle commun, mais ça se sert de cet héritage extrêmement divers et comment dire, c'est quand même des choses extraordinaires qui se sont passées. Et puis, dans mon langage, on a perdu 100 ans. On a perdu 100 ans parce que, à partir d'octobre, je le dis, ça me fait de la peine de le dire, mais à partir d'octobre, il y a une dérive qui est, quand on voit les documents, quand on revient dessus, qui est évidente. Alors, par exemple, le livre de Dardot et Laval, il raconte ça très bien. Et le livre de Chantal de Crisenoy pour la question paysanne aussi. Hein. Évidemment, je ne pourrais pas vous raconter tout ça.
Mais déjà, le 25 octobre, qu'est-ce qui s'est passé le 25 octobre? Il ne s'agissait pas de combattre le tsar. Hein, le tsar, il n'existait plus. La Douma, c'était pas elle qui avait véritablement le pouvoir dans le pays. Le débat, si on peut parler de débat, il s'est constitué entre le parti bolchevique et le soviet, en particulier de Petrograd. Qu'est-ce que les lettres de Lénine, à ce moment-là, elles disent de façon incessante? C'est qu'il faut absolument qu'on prenne le pouvoir avant que le deuxième congrès des soviets se réunisse. Il faut absolument que ça soit avant. Et il faut absolument que ça soit avant, si on lit les commentaires qu'il y a autour, pour que le pouvoir soit au parti et pas aux soviets. Et c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en quelques jours, le soviet, qui est l'instance la plus représentative à ce moment-là, va devenir institutionnellement simplement un organe du pouvoir qui s'est constitué comme conseil des commissaires du peuple, où il n'y a que des bolcheviks. Dès le départ, cette révolution, elle ne s'est pas faite contre le tsar. Contre la Douma, ça ne représentait pas grand-chose. Elle s'est faite contre le soviet. Alors, évidemment, après, en adoptant le soviet, en disant « nous sommes le pouvoir soviétique », etc. Mais le soviet devient le bras armé du parti et n'est plus du tout un organisme indépendant. C'est peut-être des choses que je peux vous lire. Alors, après avoir donné un certain nombre d'exemples et parlé de la façon dont un certain nombre de libertés disparaissent, les soviets furent très vite soumis à la domination du Parti communiste. Les bolcheviks s'assurèrent un quasi-monopole de la représentation dans les soviets locaux et dans le congrès pan-russe. Aucune règle d'équité aux élections ne pouvait être respectée quand les commissaires chargés des votes avaient le pouvoir d'exclure les personnes, entre guillemets, connues pour avoir fait de l'agitation malveillante contre le pouvoir soviétique. Personnes qui pouvaient même être arrêtées et déférées devant les tribunaux, ce qui s'est passé assez souvent. Le parti avait d'ailleurs tous les moyens à sa disposition pour s'assurer une majorité automatique qui, de toute façon, importait peu, car la réalité du pouvoir était assumée par les présidiums de soviets, contrôlés par des fonctionnaires, souvent d'anciens ouvriers, qui dépendaient de la hiérarchie du parti. Il en allait de même au congrès pan-russe des soviets, où les décrets furent votés à l'unanimité à partir de 1918 et où les représentants des derniers partis tolérés n'avaient que des voix consultatives. Bon, on va voir que après, ils auront beaucoup moins que des voix consultatives. Les droits fondamentaux. Vous voyez, après, on a dit c'est à cause de la guerre civile, etc., qu'il y a eu des dispositions qui étaient autoritaires, etc. Mais ça a commencé tout de suite. Tout de suite, il y a eu des journaux fermés. Tout de suite, il y a eu des syndicalistes emprisonnés. Ne parlons pas des gens des autres partis. Voilà, les gens des autres partis, je vous le raconte quand même.
En avril 1918, des détachements de la Tchéka et des unités, alors la Tchéka, la police politique, et des unités militaires attaquent en pleine nuit les clubs anarchistes de Moscou, Petrograd, Volgograd, Vitebsk et Smolensk. Rien qu'à Moscou, plus de 600 militants anarchistes sont arrêtés, plus de 40 sont tués. À la fin de la guerre civile, à la victoire de l'Armée rouge, correspond une aggravation des mœurs dictatoriales. Les forces réactionnaires défaites, les bolcheviks s'empressent de dénoncer les accords passés avec Marno. Pour expliquer ce brusque revirement, ils évoquent une curieuse transformation du mouvement marnoviste. En 1918, ils représentaient les paysans pauvres. En 1919, les paysans moyens. Mais fin 1920, ce n'est plus qu'un ramassis de koulaks qu'il faut empêcher de nuire. La répression commence dès novembre 1920. Durant une semaine, tous les organes de la Tchéka et des détachements disciplinaires de l'armée rouge fonctionnèrent sans interruption. D'innombrables révolutionnaires qui venaient de lutter côte à côte avec l'armée rouge contre les Blancs furent arrêtés et fusillés. En 1921, la répression contre les partis et la presse, entre guillemets, démocratique, se durcit. En 1922, Lénine demande à Kourski, commissaire du peuple à la justice, que tous les genres d'activités des mencheviks, des socialistes révolutionnaires, etc., soient passibles de la peine de mort. Alors, il y a un problème parce que quand il vient en parler au Congrès socialiste international, on lui dit quand même peine de mort, c'est un peu exagéré. Mais 2 mois auparavant, Lénine avait été beaucoup moins enclin à la clémence. Dans son rapport politique au 11e congrès, il déclarait en effet « Nos tribunaux révolutionnaires doivent faire fusiller ceux qui auront publiquement fait acte de menchevisme. » Les mencheviks, c'était des opposants. Autrement, ce ne seraient pas nos tribunaux à nous, mais Dieu sait quoi, etc. etc. Et les camps de travail, etc. Vous savez que la Tchéka, elle commence en décembre 1917. Ce qu'on constate, hors de ce que vous trouvez dans tous les livres sur les exactions, etc., dès 1917, hein, Staline n'est pas au pouvoir encore. C'est l'acharnement contre justement ce qu'on vient de raconter juste avant, contre toutes les formes d'auto-administration. C'est eux qui sont attaqués les premiers, c'est eux qui sont la première cible des bolcheviks au pouvoir. C'est-à-dire les comités de femmes, les comités de quartier, les soviets, on a vu, ils sont devenus, ils ont été soumis, mais après, les syndicats, les comités d'usine, etc. Alors, pour les comités d'usine, par exemple, premier pas, on va dire que, et les syndicats sont d'accord à ce moment-là, on va dire que les comités d'usine, mais quand même, c'est un peu égoïste, parce que ça s'occupe que d'une usine particulière. Et un syndicat, c'est beaucoup mieux, parce qu'il s'occupe de toute une branche, etc. Bon, on pourrait dire, mais il faudrait quand même que dans cette usine, il y ait des gens pour défendre les droits aussi. Hein. D'ailleurs, les comités d'usine n'étaient pas contre au départ les syndicats. Mais petit à petit, les syndicats les ont phagocytés. Et les syndicats, à ce moment-là, là aussi, il faut que je vous lise. Là, il y a...
Lénine expose très clairement ses conceptions. En premier lieu, les syndicats ne peuvent soutenir que des revendications purement économiques. Ils doivent contribuer au mieux-être matériel des travailleurs. Ils n'ont certes pas à s'occuper de l'organisation du travail. Citation, « Toute immixtion directe des syndicats dans la gestion des entreprises doit être reconnue pour absolument inadmissible. » Mais le reste est pire. Quant aux seuls intérêts économiques des travailleurs, ils s'inscrivent dans des limites bien étroites. Les syndicats peuvent les prendre en compte, mais seulement dans la mesure du possible, en se gardant surtout de flatter les préjugés des masses et leur esprit arriéré. En fait, un des critères les plus importants et les plus sûrs de la justesse de leur action, pour les syndicats, réside dans leur aptitude à prévenir les conflits massifs dans les entreprises d'État. Faire admettre aux travailleurs l'organisation du travail. Les syndicats doivent lutter pour l'accroissement de la productivité, renforcer sans cesse la discipline du travail, notamment par des tribunaux disciplinaires, exercer une action quotidienne sur les grandes masses laborieuses afin d'établir des relations normales entre elles et les spécialistes, c'est-à-dire qu'ils ne se rebellent pas. Donc, vous voyez, on est passé d'une extrême à l'autre, d'une certaine manière, et ça va vite, hein, c'est en quelques mois. Alors, c'est un peu comme une ombre, c'est l'image de l'ombre, c'est-à-dire qu'au début, c'est qu'un pouvoir d'en haut, mais petit à petit, c'est-à-dire qu'au début, par exemple, il y a des mouvements artistiques, des mouvements de femmes, même des droits de femmes obtenus. Au début, ça existe tout ça. Mais petit à petit, l'ombre descend et ce qui a été obtenu, on le repère, et après, même, c'est bien pire. Hein ? C'était le Parti social-démocrate. Hein ? Le Parti social-démocrate, les sociodémocrates, ils étaient pas seulement en Russie, ils étaient en Allemagne. En Allemagne, ils étaient très forts, dans d'autres pays. Et le parti et les syndicats sociodémocrates en Allemagne se sont énormément bureaucratisés, avec une hiérarchie très... ça a été un peu le modèle de Lénine. Hein, et à un moment, dans ses œuvres, on lui dit, mais en fait, vous reprenez la bureaucratie de la social-démocratie. Il dit oui, oui. Eux, au moins, ils ont un chef, ils ont des gens qui savent où ils vont, etc. Bon. Après, il y a la question du marxisme, qui est traitée en partie par Dardot et Laval, qui est une question compliquée, parce que Marx, contrairement à ce qu'on pense habituellement, ce n'est pas du tout quelqu'un qui est rectiligne, qui dit toujours la même chose, etc. En fait, quand il dit « moi, je ne suis pas marxiste », ce n'est pas si faux, parce que c'est d'abord un intellectuel qui est curieux de tout, qui essaye un raisonnement, mais va en essayer un autre un jour après, qui revient sur des choses qu'il a dites, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est si difficile à lire. Hein. Marx, c'est une œuvre extrêmement compliquée. Et ça n'a rien à voir avec Lénine. C'est-à-dire que chez Marx, vous trouvez des choses nuancées. Des fois, vous trouvez des choses qui ont l'air de sortir d'une caserne aussi. Mais vous ne pouvez pas, comme ça, en faire le tour et dire Lénine, c'est simplement l'application de ce que disait Marx. En plus, il y a des tas de choses que dit Lénine qui ne sont pas du tout avec lesquelles Marx serait à l'évidence en opposition. Mais alors ça c'est mon point de vue sur mes études à ce sujet, il y a quand même quelque chose. Non pas que le stalinisme est issu de Marx, etc., mais dans les débats qu'il y a au XIXe siècle, Marx n'est pas
celui qui réfléchit sur, on pourrait dire, toutes les formes de domination. Son travail essentiel, c'est sur l'exploitation. Alors évidemment, il parle de politique, etc. Quand on lit à côté ce que disaient les anarchistes, et pas seulement les anarchistes, Bakounine, par exemple. Bakounine, il disait « Je suis d'accord avec Marx pour l'exploitation ». Et d'ailleurs, il a commencé à traduire le Capital. Mais chez Marx, il manque quelque chose, c'est l'analyse aussi fine, aussi des rapports de domination. Or, si on ne touche pas aux rapports de domination, nécessairement, ils vont se reconstituer et l'exploitation va se reconstituer. Bakounine dit ça dans les années 1850. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Donc, on ne va pas dire dans Marx, il y a Staline, mais par contre, il y a quelque chose qui n'est pas la force de Marx, on pourrait dire, et qui a permis qu'il y ait des dérives en son nom, parce qu'il y a tout un aspect des rapports de domination, alors des rapports de domination dans l'école, dans la justice, etc., sur lesquels travaillaient les autres révolutionnaires, qu'il a... c'était pas le sens de son travail. Hein, et à certains moments, il dit tout ça, ça vaut rien, etc. Ça dépend des textes. Donc, c'est une question compliquée. Il y a bien quelque chose qui s'est passé au XIXe siècle déjà, mais ce n'est pas une route droite. Hein. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe que peut-être un jour on pourra étudier dans le détail. Oui. C'est quelque chose d'important. En plus, avec les yeux qui ont été formés, déformés par la dérive à laquelle tu faisais allusion tout à l'heure, presque après le bolchevisme, il y a les staliniens. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien entendre. Cela, c'est que c'est une façon. Ce que tu fais, c'est une présentation qui est colorée et je t'en fais pas rien du tout. Il faut bien que les gens puissent s'exprimer réellement et étayer leur raisonnement. Ça vient à la suite de ce que tu as pu dire sur les utopies socialistes du XIXe siècle, etc. Donc c'est pas des idées un peu anarchistes, on l'histoire. Simplement pour dire que cela, peut-être on en reparle dans la discussion. Il y a le présent et l'héritage. Hein, je ne vais pas être long là. Les paysans. Comment ça va se passer? En fait, pendant la période léniniste, on n'arrivera pas à les soumettre. C'est-à-dire que Lénine, le Mir, l'Obshtina, la façon dont ils ont procédé de façon égalitaire en donnant... il était contre tout ça, il le dit dans toutes ses œuvres. Et en plus... pour lui, le paysan, c'est un petit bourgeois. Bon, Chantal de Crésonnois, elle montre ça dans le détail, en montrant que, contrairement à Marx, Lénine, il avait des catégories vraiment très rigides. Et il y a, à partir du moment où on arrive dans le capitalisme, il y a des bourgeois et des prolétaires. Où on met les paysans? Alors, il reste les petits bourgeois. Hein,
Et les petits bourgeois, c'est quand même des gens qui sont contre la révolution, qui sont arriérés, etc. Et il y a beaucoup de gueules de Chantal de Crisenoy contre ça. Voilà. En 1903, Lénine s'interroge. Nous ne pouvons pas dire d'avance si, lorsque la Révolution éveillera les exploitants agricoles à la vie politique, cette couche sociale agira en qualité de parti démocratique révolutionnaire ou en parti de l'ordre. Alors, Chantal de Crisenoy, elle reprend. Parti de l'ordre. Parti de l'ordre, ces paysans qui, en 1902, furent fouettés, emprisonnés, fusillés, massacrés, souvent par villages entiers. Parti de l'ordre, ceux dont l'histoire est jalonnée de plus de révoltes qu'aucun autre peuple, ceux qui n'ont cessé de résister au servage, ceux dont la lutte est une des raisons du manifeste de 61, manifeste d'abolition du servage, et qui l'accueillirent pourtant par de nouveaux soulèvements. Ceux qui, depuis, n'ont pas laissé passer une seule année sans s'opposer violemment aux propriétaires fonciers ou à leurs intendants, sans incendier de domaines, etc., etc. Et effectivement, Lénine n'a rien compris aux paysans, c'est-à-dire en plus du fait qu'ils disent que ce sont des petits bourgeois, en plus, il ne comprend rien de ce qui se passe dans les campagnes et il fait des alliances tactiques, c'est-à-dire qu'à certains moments, il voit bien que, par exemple, en 1917, il ne peut pas reprendre les terres qui ont été reprises par... Il n'en a pas les moyens militaires. Et en plus, des bolcheviks dans les campagnes, il y en a très très peu. À un moment, elle cite un chiffre, il y en a 594. C'est pas avec ça qu'il va reprendre les terres aux paysans. Mais il est hostile, soupçonneux, et quand il commence à y avoir des problèmes d'approvisionnement, etc., il participe pleinement à ce discours sur les koulaks. Les koulaks, c'est le suspect. Hein. On a à chaque période un suspect qui est tellement, dont les frontières sont tellement floues qu'on va pouvoir y mettre à peu près n'importe qui. Bon, aujourd'hui, c'est le fichier S. À l'époque de Lénine, c'était le koulak. Le koulak, c'est le méchant des campagnes. Mais alors, où il commence ? Personne n'a jamais été capable de le dire. Et en fait, c'est des tas de paysans qui ne sont pas du tout riches du tout, qui vont se retrouver dans des camps, qui vont être victimes de la répression, etc. Et comme il y a cette attitude vis-à-vis des campagnes, ça se passe mal. Et Lénine lance les réquisitions forcées. Les réquisitions forcées, ça va consister à aller chez le paysan et à lui prendre ses réserves. Souvent, on prend non seulement les réserves, mais les semailles pour l'année d'après. Résultat, famine, et les paysans ne plient pas. C'est-à-dire, malgré ça, ils continuent quand même à défendre leur mire, leur mode de vie, etc. Mais il y aura quand même 7 millions de morts au cours de cette période. Pas que des paysans, mais à cause des famines. Mais les paysans ne plient pas. Et la fameuse NEP, vous savez, dont on vous a dit, c'est un retour d'un peu de capitalisme, etc. En fait, la NEP, d'abord, c'est le fait qu'on arrête d'emmerder les paysans. La NEP, c'est que les paysans ne sont plus réquisitionnés, qu'ils ont le droit de vendre leurs produits à la ville alors qu'on le leur avait interdit, etc. Donc Lénine, il a essayé pendant 3 ans de soumettre les paysans et il n'y est pas arrivé. Malheureusement, vous savez que l'histoire n'est pas finie et que de 1929 à 1936,
On va y arriver. On va les mettre non pas dans des MIR, mais dans des fermes d'État qui sont exactement le contraire. Le MIR, c'est géré par les villageois. La ferme d'État, le kolkhoz, le sovkhoz, etc., c'est quelque chose qui est sous la direction de l'État, qui impose les objectifs, qui dit comment on doit travailler, etc., etc. Il y a quelqu'un qui va y arriver à casser le monde paysan, c'est Staline. Mais là, ça sera 20 millions, 30 millions de morts. C'est le moment le plus tragique du stalinisme. Et à la fin, ils y seront dans les kolkhozes. Et après, on se demande pourquoi ils ne les aiment pas. Il y a toujours, oh là, mais ils ne travaillent pas dans les kolkhozes. Il faut voir comment ils y sont arrivés. Alors, je finis juste pour dire, tout ça, ça a commencé avant octobre 2017, dans la tête des dirigeants sociodémocrates. Et entre nous, pas que Lénine. Des sociodémocrates allemands qui ont une très bonne réputation, de nos jours on ne dit que du bien, etc., avaient exactement les mêmes idées que lui. Hein. Et alors, je vous ai apporté Que faire pour vous expliquer un peu la généalogie des idées, c'est-à-dire d'où ça vient cette attitude, comment ça a été pensé. Je vous lis juste un petit bout. J'enlève mes lunettes. Or, le porteur de la science n'est pas le prolétariat, mais les intellectuels bourgeois. C'est en effet dans le cerveau de certains individus de cette catégorie qu'est né le socialisme contemporain. Et c'est par eux qu'il a été communiqué aux prolétaires intellectuellement les plus évolués, qui l'introduisent ensuite dans la lutte de classe du prolétariat, là où les conditions le permettent. Ainsi donc, la conscience socialiste est un élément importé du dehors. Vous avez vu le mot conscience. C'est-à-dire, il y a des moments où il dit qu'ils sont inconscients, en parlant du prolétariat. J'ai un autre passage. Et après, j'arrête. Voilà. Mais les ouvriers n'avaient pas et ne pouvaient avoir conscience de l'opposition irréductible de leurs intérêts avec tout l'ordre politique et social existant. Il me semble que toute la révolution russe a montré le contraire, c'est-à-dire la conscience social-démocrate. Les ouvriers, avons-nous dit, ne pouvaient pas avoir encore la conscience social-démocrate. Celle-ci ne pouvait leur venir que du dehors. L'histoire de tous les pays atteste que par ses seules forces, la classe ouvrière ne peut arriver qu'à la conscience très unioniste. Quant à la doctrine socialiste, elle est née des théories philosophiques, historiques, économiques, élaborées par les représentants instruits des classes possédantes, Marx, Engels, etc. Qu'est-ce que c'est ce mode de pensée? C'est l'idée qu'il y a une vérité, qui est une vérité absolue, qui est le marxisme-léninisme. C'est indiscutable. Ils savent où va l'histoire. Et donc, il faut qu'on suive leurs idées. Et dès qu'on s'éloigne de cette vérité, on est un bourgeois. Et on va dans le sens des bourgeois. Ça, je peux vous le lire quand même. Ne croyez pas que je l'invente.
il ne saurait être question d'une idéologie indépendante élaborée par les masses ouvrières elles-mêmes au cours de leur mouvement. Le problème se pose uniquement ainsi. Idéologie bourgeoise ou idéologie socialiste? Il n'y a pas de milieu, car l'humanité n'a pas élaboré une troisième idéologie. C'est pourquoi tout éloignement vis-à-vis de cette dernière implique un renforcement de l'idéologie bourgeoise. Donc, on s'éloigne des idées de Lénine, on est nécessairement du côté de la bourgeoisie. Voilà, il y a cette conception de la vérité. Deuxième, ça c'est le premier palier. Deuxième palier, les gens qui sont sur le terrain, les paysans, les ouvriers, etc., ils sont incapables de comprendre ça, de connaître ça. C'est les théoriciens, à l'époque social-démocrate, après on dira communistes, qui sont capables de la connaître, cette vérité. Troisième échelon, donc il faut qu'ils soient totalement les dirigeants du prolétariat, des paysans, etc., même si c'est au nom du prolétariat qu'ils parlent. C'est-à-dire que c'est eux qui sont une avant-garde, qui seul est capable de savoir et capable de diriger. Vous avez ça à toutes les pages dans Que faire de Lénine, et il va le répéter encore plus quand il sera au pouvoir. Avec bon, on pourra parler d'un ouvrage particulier qui est L'État et la Révolution. Donc, dès avant la fin du XIXe siècle, cette conception était dominante chez les sociodémocrates. J'insiste, ce n'est pas que Lénine. Et d'ailleurs, même pas que chez les sociodémocrates, il y avait beaucoup de gens qui pensaient comme ça. Dans le modèle, vous savez d'où il vient. Le modèle, il y a trois modèles chez Lénine, les biographes l'ont souligné. C'est le modèle militaire, le modèle de la grande industrie capitaliste et le modèle de la social-démocratie allemande. Ces trois modèles sont des modèles hyper hiérarchisés où il y a un dirigeant, un bureau, un comité central et puis les échelons subalternes. Et vous voyez que cette conception du monde, elle s'oppose totalement et aux populistes qui pensaient que les paysans avaient des choses à leur apprendre et qu'il y avait un dialogue à avoir avec eux, et à tous ceux qui se lancent dans les soviets, l'autodétermination, etc., au moment de la révolution russe, qui pensent aussi qu'ils ont des choses à dire, que leur intervention a du sens, que ce qui est leur véritable intérêt, ils le savent un peu eux-mêmes, et qu'ils recherchent effectivement un dialogue avec d'autres pour construire quelque chose ensemble. Eh bien, à partir d'octobre 1917, c'est ça qui est complètement mis en cause, avec des structures étatiques de plus en plus hyper centralisées et hyper étatiques, et la Tchéka, le GPU, le KGB, etc., qui est là pour tous les déviants, les récalcitrants, et même ceux qui ne le sont pas encore, mais pourraient le devenir un jour. Voilà. Ça, non seulement ça s'est fait en Russie, mais le problème, c'est que ça a donné un modèle à tous ceux qui cherchaient des gens sincères, honnêtes, solidaires, égalitaires, etc., qui cherchaient un peu partout dans le monde à transformer les choses, à rendre les sociétés plus justes, etc. C'est pour ça que je dis qu'on a perdu 100 ans, parce que on a eu beaucoup de mal à repérer qu'est-ce qui s'est passé. Regardez dans les années 30, qu'est-ce qui se passe avec les bolcheviks qui se rendent compte que ça devient complètement fou, etc. Il y en a énormément qui se suicident. Ils ne se révoltent pas, ils se suicident parce qu'ils ne comprennent plus rien. Voilà. C'est une sorte de coup de massue où
les coups viennent d'un endroit qu'on n'avait pas imaginé, pas prévu, et d'une façon qu'on n'avait pas pensé. Voilà. Et après, le problème a été que les affreux capitalistes, les régimes autoritaires, bien sûr, ils se sont mis à dire « mais ce sont des méchants totalitaires, etc. » Et on s'est retrouvé dans un débat où on ne faisait plus ce travail de comprendre comment, à un moment, quelque chose qui partait d'une façon extraordinaire, en nous donnant des tas d'idées, de possibilités pratiques pour changer le monde, idées qu'on reprend, auxquelles on revient au moins en partie, et que ça s'est cassé. Et en plus, après, vous avez vu comment ça s'est passé en Espagne, Dardo et Laval le racontent, c'est-à-dire que cette manière de fonctionner, ça a permis aussi de combattre les anarchistes espagnols, et puis, etc., etc. Voilà. Peut-être que j'arrête là. Que c'est ? C'est une lecture trotskiste de la Révolution ? Pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. On nous en parlera, parce que comme je ne connais pas suffisamment... Pas du tout. Trotsky, pardon. C'est quelqu'un qui a beaucoup évolué. Au début, en 1905, il était pour les soviets. Quand il s'est retrouvé au pouvoir avec Lénine, il a un discours... on a du mal à le lire aujourd'hui, où il prend parti pour les mesures les plus autoritaires, mais en disant encore plus que Lénine. Et puis, quand il se retrouve réfugié en Occident, il se met aussi à critiquer. Mais il se met à critiquer sans critiquer le fond du léninisme, quand même. Donc, c'est une histoire très compliquée, Trotsky, là-dedans. Non. Il peut servir à la critique, mais c'est loin qu'il dise ce que j'ai dit aujourd'hui. Voilà. Merci. J'avais 2 remarques à faire. La première remarque, ça touche sur le désir de révolution à un moment donné. Alors, je fais la comparaison entre ce que tu as raconté, 1917, et 1789 en France. Politiquement, il y a des objectifs très précis. C'est la misère. Alors, 1789, il y a une crise économique qui est due à des modifications climatiques, etc. Et les gens crèvent de faim. Et il y a le poids d'un pouvoir royal, autocrate, épouvantable. Et l'objectif politique devient immédiat. Il faut que l'on se sépare de cette structure politique qu'il y a. Et autant contre Louis XVI en France, contre le tsar en Russie, effectivement, tout le peuple se lève parce qu'il a compris ça. Il faut se débarrasser de ce pouvoir qui écrase. Et effectivement, les 2 révolutions réussissent, chacune avec ses spécificités. Ça, c'est ma première remarque, mais je trouve que c'est très intéressant parce que, quand on pense qu'à l'heure actuelle, il faut changer les choses, tous les gens de gauche disent qu'il y en a marre, bon. Mais on ne se trouve plus devant cette situation où il y a un autocrate. On se heurte à un pouvoir économique qui est devenu invisible, les multinationales, etc. Et c'est beaucoup plus difficile du coup, parce que c'est plus dans le pays qu'il y a l'obstacle, c'est à l'échelon international. D'où tout le cafouillage qu'on trouve dans tous les pays et en France, dans tous les partis de gauche. Ça, c'était ma première remarque. Deuxième remarque, sur les bolcheviks. Alors effectivement, Lénine est absent de Russie pendant toute la Révolution, pratiquement. Non. Presque.
il est en Suisse, enfin, etc. Il a dû fuir son pays. Pardon. Il a dû fuir son pays. C'est mieux comme ça? Vas-y. Excusez-moi. Hein. Et effectivement, lui est un théoricien. Il a lu Marx. Il a étudié ce que le marxisme a donné en Angleterre, en Allemagne, en France. Marx parle de la Commune de Paris, tous les mouvements révolutionnaires. Et il y a une théorie qui se construit, c'est le marxisme. Avec deux notions importantes, et tu les as évoquées, la lutte des classes, et c'est principalement ça, et d'où la notion, c'est la classe ouvrière qui fera la révolution en Russie, et ce n'est pas la paysannerie. Bon. Lénine rentre en Russie en 17. Alors, d'après tout ce que j'ai pu lire, c'était quand même le beau bordel dans le soviet de Leningrad, où ça s'engueulait dans tous les sens. Et Lénine prend parti dans cette discussion, et alors avec une autorité extraordinaire, mais enfin, il discute et il tire à vue. Les bolcheviks sont quand même les majoritaires, d'où le succès de Lénine. Pas dans le soviet, au départ. Pas dans le soviet au départ, mais enfin, ils deviennent vite majoritaires. Et alors là, Lénine a en plus la notion qu'il appelle la dictature du prolétariat. Et ça, je pense que c'est la notion qui a été la plus dangereuse en Russie, parce que c'est ça qui, effectivement, a conduit à tout le reste. La paysannerie, ils n'y comprennent rien, on les vire, etc. Et Lénine est un intellectuel qui a pris les choses en main et qui a essayé de diriger la révolution comme il le pensait, d'après le marxisme, d'après tout ça. Et ça a donné, effectivement, alors là, je suis d'accord, à tous les excès qu'on a trouvés ensuite et les choses absolument épouvantables. Mais voilà. J'ai deux choses. Par rapport à la Révolution française, il y a une différence. C'est que au moment où on abat l'autocratie, à la Révolution française, c'est avec des gens qui ont des idées qui vont faire que ils vont aller de plus en plus loin dans la critique du despotisme et vers la démocratie. Tandis que dans la Révolution russe, les gens qui arrivent au pouvoir, d'abord, ils veulent avoir le pouvoir pour eux. C'est très très net dans les lettres de Lénine de l'époque. Et ils ont des idées autoritaires qui sont complètement contradictoires. Alors, c'est ça qui fait la distinction. C'est-à-dire que c'est important la conjoncture, mais c'est important aussi les idées, les espérances, les formes d'organisation aussi qu'il y a à un moment donné. Oui, vas-y. Attends. Voilà. Je voudrais dire que moi, je m'intéresse à la question depuis longtemps. Et ce que je trouve intéressant dans la période que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il commence à y avoir de vrais travaux historiques sur ce qu'a été cette révolution russe. Dans les années 70-80, au début, quand je commençais à m'intéresser à la question, il y avait soit la version communiste, donc la version stalinienne, qui était vraiment très monolithique, et tout allait dans le même sens, et soit la version anticommuniste, qui était tout aussi monolithique. J'ai lu une expression qui m'a plu d'Éric Fulliard, là, qui a eu le prix Goncourt. Il parle d'une version hollywoodienne de la Révolution. Je crois que c'est très juste. Voilà. Sinon, je voulais dire, j'avais envie d'ajouter aux auteurs que tu as cités là, quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Marie, qui a écrit pas mal de livres, mais en particulier un qui s'appelle la guerre des Russes blancs. Et il montre justement, on comprend beaucoup mieux toute la sauvagerie qu'il a pu y avoir dans la révolution russe au moment de 1917, quand on sait
ce qu'était le traitement des paysans par l'aristocratie, ce qu'était le traitement des militaires par les officiers. Hein, il y a en particulier une image qui m'est restée, qui est celle au moment où l'armée blanche est en train de fuir vers la Turquie. À ce moment-là, il y a un bateau qui est affrété. C'est un bateau qui est fait pour contenir 1500 personnes. Et il y a près de 8000 personnes qui sont dessus. Mais il y a un pont qui est réservé aux officiers, qui continuent à jouer aux échecs, à danser le soir, à chanter, pendant que tous les autres sont entassés dans le bas du bateau. Je crois que c'est une image qui est assez parlante. Bon, ça vaudrait le coup aussi, peut-être, mais là, je crois qu'il faut arrêter de dire un mot sur les différents partis qu'il y avait dans la Russie. Dire que les bolcheviks, en fait, étaient une petite minorité, ont toujours été une petite minorité. Il y a juste eu un moment où ils ont été majoritaires en 1905 et du coup, ils ont gardé le nom de bolcheviks, mais ils n'ont jamais été majoritaires. Dans les soviets, ils n'étaient pas du tout majoritaires. Mais il s'est passé un phénomène dans les soviets qui a fait qu'on a nommé des délégués. Et les délégués, petit à petit, ils étaient au contact des gens qui avaient toujours géré, qui étaient les intellectuels de l'époque, qui étaient les gens importants de la Russie de l'époque. Et ils se laissaient beaucoup influencer par ces gens-là. Au fond, ils ne se sentaient pas très intelligents à côté de ces gens-là. Il n'y avait que des gens comme Lénine, comme Trotsky ou autres, qui se sentaient à égalité intellectuelle avec ces gens-là. Et Lénine a profité du fait que ces délégués des soviets nommaient régulièrement des gens qui étaient de l'ancien régime contre eux, et avec cette tendance à être un peu émerveillés comme ça devant des gens qui savent. Juste André, que on termine sur une ouverture, c'est-à-dire les communs, c'est-à-dire Notre-Dame-des-Landes. Non ? Tu comprends ? Les communs, on en a parlé dans ton intro, et généralement l'intro sert pour la conclusion, parce que la conclusion c'est l'ouverture. Et donc voilà. Simplement, ce sur quoi je voudrais insister, c'est toutes ces idées, toutes ces choses qui se sont passées. Bon, ça a souvent mal fini parce qu'il y avait des tas de gens qui avaient des pouvoirs, qui avaient des idées, etc., qui allaient à l'encontre. Mais c'est un immense héritage. C'est-à-dire que c'est des choses dont on peut s'emparer, pas pour copier, mais pour se ressourcer, avoir des idées sur ce qu'on peut faire, avoir... vous voyez, ce désir de ne pas être... que notre pouvoir ne soit pas confisqué par une instance quelconque, que ce soit nous qui décidions. Il est tellement fort pendant toute cette période-là, et c'est des choses, aujourd'hui, qui ont du sens. Hein, oui, c'est tout à fait. Hein. Un dernier mot.